gang, j'espère que vous allez bien. C'est enfin aujourd'hui que je vous tourne ma fameuse vidéo à propos de Castille, à propos des jumeaux en fait. J'ai reçu plusieurs questions, je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier à propos de ce gros sujet-là, parce que on s'entend que c'est 7 années, tu sais, c'est 7 années complètes que je dois vous résumer en un bref vidéo. Je veux pas que ça s'éternise sur 1 heure, là. Je voudrais pas vous ennuyer non plus avec ça. Mais bon, il faut croire que ça vous intéresse après le nombre de questions que j'ai reçues. Puis c'est tout à fait correct, normal. Je suis contente de vous répondre. Surtout, ben, tu sais, c'est mon fils. Je suis sur les réseaux sociaux pour normaliser la différence, vous présenter un peu notre quotidien qui est atypique mais tellement merveilleux avec lui. Fait que je me lance, je vais y aller comme je le sens. Je sais pas si ça va se suivre, mais je pense que ça va répondre à vos questions. Puis si jamais vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu aujourd'hui, juste à les mettre en commentaire, puis je ferai peut-être une partie 2. Ça va vraiment me faire plaisir. Puis si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne, que vous ne savez pas du tout qui je suis, ben bienvenue premièrement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en apprendre plus sur notre famille. Moi, c'est Aïe Saban, alias Audrey-Anne. Je suis maman de 4 enfants, puis mon but, c'est vraiment de normaliser la différence. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon fils. Puis c'est ça. En fait, je suis tombée enceinte en mars 2014. Andrea, ma plus vieille, avait seulement 7 mois. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'attendais des jumeaux. C'était une très belle surprise. On ne pensait pas que ça allait être aussi rapide avant que je tombe enceinte. C'était prévu, non prévu, du sens que on voulait d'autres enfants, mais on pensait pas que ça allait être aussi rapide. Fait que c'est ça. On l'a appris à notre famille à Pâques 2014, comme en avril 2014. Puis à ma première écho, mon premier suivi, première écho, on s'attendait d'aller faire en fait un écho de 12 semaines pour la clarté nucale et tout ça, mais c'est à ce moment qu'on a appris que j'attendais des jumeaux. J'étais flabbergastée, j'en revenais pas. J'étais tellement sur le choc, mon chum m'en revenait pas. Je peux pas vous dire que j'ai réagi positivement. Ma soeur est avec nous. Ma soeur était folle de joie. Et moi, j'ai comme blackout. Je pense que j'ai passé 4 fois à m'évanouir. Je pensais que c'était pas vrai, là. Je pensais vraiment que c'était une erreur. J'ai eu la chienne de ma vie. Je capotais. J'y repense, puis je suis comme, oh mon Dieu. C'est tellement la plus belle chose au monde. Tu sais, la grossesse, l'accouchement, avoir un enfant. Mais c'est tellement épeurant quand tu vois que tu as 2 bébés dans ton ventre. Quand j'ai vu les 2 fœtus, les 2 poches dans mon ventre, je capotais. Et là, ben, à cet écho-là, que j'étais censée avoir 12 semaines, à la grosseur de mon ventre, mon médecin avait jugé que j'avais 12 semaines. Mais au final, j'avais que 8 semaines de grossesse. J'avais un gros ventre à cause de mes jumeaux. Et là, choc total. Je vous le dis, je capotais ma vie. Il fallait l'apprendre à notre famille. Et moi, j'avais beaucoup de misère à être heureuse. Puis, j'étais comme pas dans le moment présent. Je me projetais beaucoup. J'avais peur que ça soit dur parce que là, en faisant les comptes, mes enfants auraient seulement 16 mois de différence. Je capotais. J'avais peur de ne pas me rendre à terme. J'avais tellement de craintes. Mon anxiété a pris toute la place et j'ai eu beaucoup de difficultés à profiter de ma grossesse à cause de ça. On m'a demandé comment avait été ma grossesse.
En fait, avec les jumeaux, ça a quand même bien été. J'avais un suivi très serré vu que j'en avais 2 dans mon ventre. À ma première, je l'avais eu naturelle avec l'épidurale, mais j'ai pas eu de césarienne. Alors, on s'enlignait pour ça avec les jumeaux. J'étais confiante. Puis à partir de... À mon écho de 20 semaines, quand on a vu, qu'on a découvert le sexe des bébés, là, j'attendais une fille et un garçon. Dans le fond, je commençais déjà à dilater. Fait que je ne pouvais plus faire de voiture, sauf pour mon rendez-vous médical, mon suivi de grossesse. Je pouvais plus prendre ma plus vieille. Je devais vraiment faire le moins d'efforts physiques possible pour garder les jumeaux le plus longtemps au chaud à l'intérieur. Fait que je vous dirais que c'est un peu ça qui a été le plus dur. Parce que j'ai pas su que Castille était spécial, différent dans mon ventre. En fait, on n'a pas fait aucun test pour savoir si Castille était différent. Fait que moi, j'ai vécu la lune de miel tout le long de ma grossesse en me disant que mes enfants étaient en santé. Puis est arrivé le 5 décembre 2014, la fête à ma belle-mère. J'avais un suivi médical pour ma grossesse. J'avais 36,4 semaines de fait. Puis mon médecin s'est rendu compte que j'avais des pertes de liquide amniotique. Moi, j'ai jamais perdu mes os, là. Ça n'a jamais fait un splutch à terre, là. C'était vraiment comme j'avais des petites pertes. Fait que elle m'a fait le test, voir si c'était vraiment du liquide amniotique. Là, elle a dit oui, tu perds du liquide amniotique. Alors, va dîner au restaurant pour la fête à ta belle-mère. Va chercher tes bagages chez toi, puis reviens à l'hôpital après. On va accoucher tes bébés. Puis ça s'est pas mal passé de même pour ma plus vieille. Là, ma plus vieille, je l'ai eue à 40 semaines, point 4. Puis les jumeaux, je les ai eus à 36,4 semaines. Fait que c'est ça, on est allé à la maison chercher mes bagages, on est allé dîner au resto pour la fête de ma belle-mère, lui annoncer que j'accouchais cette journée-là. Puis on s'est dirigé à l'hôpital. Puis pour vrai, j'ai une très très belle accouchement des jumeaux. Mieux que la première, parce qu'à ma première, je voulais tellement l'avoir naturelle, je voulais rien savoir d'épidurale, j'étais bornée, tête de cochon, tout ce que tu veux. J'ai attendu jusqu'à la dernière seconde pour me faire geler. J'étais vraiment bornée, tête de cochon. Et aux jumeaux, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais souffrir un martyre. Puis quand t'as des jumeaux, souvent t'es à risque de césarienne, alors souvent ils font l'épidurale là, pratiquement automatiquement. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. J'étais à peine dilatée à 4 ou à 5. Là, puis moi, on m'a gelé tout de suite. J'ai eu aucune douleur. Je les ai eu naturelles. Puis, ce qui est spécial quand on accouche de jumeaux par voie vaginale, moi, j'ai eu une échographie tout le long de mon accouchement. Alors, j'ai pu voir mes bébés naître dans l'écran de l'échographie. J'avais 2 médecins, j'avais 5 infirmières, je pouvais pas avoir de... Il y avait mon conjoint aussi qui était présent, mais je pouvais pas comme avoir ma soeur, ma mère avec moi. Fait que Madison est sortie en premier. Elle était vraiment dans le bas de mon ventre, elle, c'était vraiment le bébé le plus bas. Et elle pesait 5 et 4 livres, elle était en forme, elle criait, elle tenait sa tête, elle était musclée comme un bœuf. Elle voulait vivre, elle était vraiment très, très vive et vivante. Je pense que tout l'hôpital entier pouvait l'entendre crier tellement qu'elle était en forme. Puis, ça l'a pris environ 40 minutes que Castille fasse son chemin lui aussi et qu'il sorte en deuxième. Castille est sorti, il avait une couleur grise, aucun son, les cheveux blonds, blonds, la peau grise. Je pensais qu'il était mort, malgré que on entendait son cœur battre à l'écho puis dans le monitoring. Mais il est sorti
j'avais l'impression qu'il était sans vie. Ils ont dû le mettre sur une petite table chauffante pour le stimuler, puis ça a pris... j'ai l'impression que ça a pris une éternité, mais je pense qu'après genre 30 secondes, 1 minute, il a poussé son premier cri, un petit cri très silencieux et tout doux à la couleur de Castiel. Et il a repris des couleurs, puis ils me l'ont donné dans mes bras. Il pesait 6 livres 8, alors j'ai eu 2 gros jumeaux, 2 gros bébés pour un 36,4 semaines. Fait que c'est ce qui résume un peu mon accouchement. J'ai resté à l'hôpital 4 jours parce que Castiel a fait une jaunisse. Madison, dans le fond, j'ai pas allaité du tout. Je voulais rien savoir. Je me disais, j'ai 2 bébés, plus ma plus vieille à la maison qui avait seulement 15 mois. J'ai eu 3 enfants en 15 mois. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai, je vais m'infliger l'allaitement. Fait que je voulais que papa m'aide. Papa restait à la maison avec moi pendant 4 mois parce que je lui ai donné des semaines de congé de maternité parce que je voulais pas vivre ça seule. Fait que ça allait super bien, là, tu sais. On avait chacun un bébé à s'occuper. La plus vieille marchait déjà, était autonome quand même beaucoup. Andrea est devenue autonome très vite avec les jumeaux à la maison. Fait que pour conclure, c'est ça. Pour conclure le sujet de l'accouchement. Après 4 jours à l'hôpital, on retourne à la maison, tout va bien. Les jumeaux sont fusionnels, ils font toujours dodo ensemble. J'ai ma routine d'établie, je les réveille toujours en même temps la nuit. Ils font leur boire en même temps, leur sieste en même temps, tout est setupé. Puis on se doute de rien, là, même à l'hôpital, là, quand Castiel est né. À part qu'il a été très peu réactif lors de l'accouchement, on se doute de rien. Pour les médecins, il est en pleine forme. Alors, c'est ça. On retourne à la maison. Et là vient les 2 mois. Le vaccin des 2 mois. Moi, j'étais suivie à une clinique où mon médecin de famille pratiquait. Alors, les vaccins se faisaient à la clinique et non à mon CLSC. Alors, à chaque fois que mes enfants se faisaient vacciner, 2 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, ils avaient un suivi en plus avec le médecin. Puis vu que j'avais eu des jumeaux, j'étais quand même suivie de très près. J'étais très, très proche de ma médecin de famille. Je l'ai adorée. Elle était vraiment à l'écoute et merveilleuse avec nous. Fait qu'elle s'est suivie de 2 mois. Les jumeaux ont leur vaccin. Puis mon médecin de famille commence à écouter comment Castiel respire. Il y a un gros sifflement dans la gorge quand il respire. Elle m'explique que c'est sûrement un laryngomalacie. C'est que le larynx s'écrase quand Castiel respire, puis ça fait un sifflement. Alors, probablement qu'il n'y a pas beaucoup d'air, un taux d'oxygène très bas dans le sang. Elle s'inquiète là, pour lui. Alors, elle nous réfère à Québec. Elle demande un suivi à Québec. C'est à ce moment-là, on était le 13 février 2015. Castiel avait 2 mois et demi de vie. Et on rentre à l'hôpital au CHUL de Québec pour un suivi. Là. On pense que c'est un simple rendez-vous. Puis, on a vu un pneumologue, je crois. Ils ont fait un écho de la trachée et du larynx pour se rendre compte que Castiel n'avait pas une laryngomalacie, mais bien une trachéomalacie. C'est que là, c'était toute la trachée qui s'écrasait. Elle était molle. Il n'y avait aucun tonus au niveau de la trachée. Ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'air qui passait quand Castiel respirait. Alors, son cœur demandait 2 fois plus d'efforts pour garder Castiel en vie. Et là, ils font une échographie au niveau de son cou, de sa trachée. Et là, la technicienne en échographie descend un peu et voit que son cœur est anormalement gros. Alors, demande l'avis d'un cardiologue qui vient voir Castiel. Et là, le cardiologue suspecte un cancer du cœur, un cancer de l'enveloppe du cœur. Je suis détruite, ben raide. Mon bébé a peut-être un cancer. Je capotais ma vie.
pouvais pas croire que ça nous arrivait. Et là, ben, vous en douterez, on a dû être hospitalisés immédiatement. Elle ne nous laissait pas sortir avec notre fils. La saturation de Castiel était tellement faible, il n'y avait aucun... l'air ne se rendait pas dans les voies, dans les veines. Là, le taux d'oxygène dans le sang était vraiment, vraiment faible. Fait qu'ils nous ont gardés à l'hôpital au CHUL quand elle avait 2 mois et demi. C'était un vendredi 13 février en 2015. Et là, on a fait tous les tests pas possibles. Castiel n'avait pas de cancer du cœur. C'était que son cœur était anormalement gros parce qu'il devait, pour soutenir tout son corps qui était super faible, devait battre plus. Alors, il avait développé le muscle de son cœur vraiment plus que la normale d'un bébé de son âge. Il y avait vraiment une trachéomalacie. Son oxygène était vraiment, vraiment faible. Alors, on est tombé avec de l'oxygène par les voies nasales 24 heures sur 24 avec un saturomètre et voyons, je parle un mot. Voyons, collègue. Je voulais dire des suces, là, mais des patchs pour crème. Hey, j'ai étudié là-dedans, je peux pas croire, j'ai oublié le terme. Si vous savez de quoi je parle. Pour avoir toujours ces... Ben voyons, je peux pas croire, j'ai oublié ça. Ces signes vitaux en surveillance, là. Il y avait des suces sur lui, là, collés. Là. Vous savez ce que je veux dire, là? Fait que c'est ça, on a été hospitalisés pendant 15 jours. On a fait des scans, tout ce que tu veux avoir, des prises de sang pour finir, des tests génétiques, pour, c'est ça, les diagnostics qui sont sortis de notre première hospitalisation, c'était trachéomalacie, hypotonie avec sévère, là, hypotonie sévère, apnée du sommeil sévère. Castiel arrêtait complètement de respirer la nuit pendant de longues minutes. Alors, son corps arrêtait d'envoyer de l'oxygène à ses organes pendant la nuit. Alors, ce qu'il nous disait, c'est qu'il pouvait comme mourir à tout moment, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas de diagnostic... Il n'y avait pas de diagnostic à ça. Il ne comprenait pas pourquoi il était là. Fait que c'est pour ça qu'on attendait les tests génétiques qui peuvent prendre entre 9 à 12 mois avant de sortir. À part l'apnée du sommeil sévère, on a découvert que quand ils ont fait son scan, qu'il manquait le tiers de son cerveau. En fait, tout l'hémisphère, pas l'hémisphère, mais le corps calleux, là, tout ce qui se situe dans le milieu du cerveau, c'est le corps calleux. C'est ce qui fait le lien entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y en a pas. Fait que Castiel a dû, au travers des années, faire ses propres liens dans sa tête pour qu'il y ait une connexion entre les deux, parce qu'il lui manque cette partie-là du corps. Ensuite de tout ça, on est parti aussi avec des antibiotiques à prendre pour un temps indéterminé, parce que ils se sont rendus compte que son urine remontait constamment dans ses reins. Alors, ses reins pouvaient être infectés à tout moment, fait qu'on était sur les antibiotiques parce que Castiel était trop petit pour se faire opérer. Il s'est fait examiner de A à Z par toutes les sortes de médecins possibles, toutes les sortes d'étudiants possibles. Castiel j'avais l'impression que mon fils était une bête de foire parce qu'il passait sous la main de tout le monde pour se faire examiner par tout le monde, pour qu'on se fasse dire la même chose par tout le monde. J'avais vraiment hâte de partir. J'ai failli signer un refus de traitement juste pour m'en aller chez nous. Je voyais pas mes filles. Mes filles étaient barouettées dans la famille pour qu'on puisse rester avec notre fils à Québec. On n'avait pas droit à la maison Ronald McDonald parce qu'on n'habitait pas assez loin puis qu'il fallait prioriser les autres familles. Fait qu'on se payait, mon chum se payait une chambre d'hôtel parce qu'on pouvait pas être les deux dans la chambre d'hôpital. Moi, je dormais dans la chambre d'hôpital. On avait des voisins de chambre, on a fait des belles rencontres, mais ça a été extrêmement éprouvant. J'ai bu du café instant
La machine distributrice à café, je pense qu'elle savait mon nom, tu sais. On a mangé de la cafétéria. On n'a pas dormi. Puis, c'était vraiment un dur moment dans notre vie là, pour Castiel. Et là, ben, en vient le temps de retourner à la maison. Puis, le chemin, le lien, tu sais, on habite au Québec, là, on habite secteur Victoriaville. On est traité à Québec, au CHUL de Québec. C'est à 1h30 de route, mais le lien pour faire le pont, pour qu'on ait des services dans notre ville, a été atrocement long. On a dû rester 4 jours de plus à l'hôpital avant qu'ils nous trouvent un infirmière pivot qui pourrait nous aider avec les soins à domicile parce que là, on devait avoir un oxygénateur, un distributeur d'oxygène 24 heures sur 24 avec tout le matériel nécessaire pour distribuer l'oxygène à Castiel. On devait avoir des bonbonnes d'oxygène pour quand on allait en auto avec Castiel. On devait avoir un inhalothérapeute. On devait avoir une infirmière à domicile. On devait avoir plein de suivi de traitement physio, ergo, ortho, tout ce que tu veux. Mais le lien entre les centres hospitaliers, c'est extrêmement difficile. En tout cas, si on recule de 7 ans, fait que ça a été ça, son début de vie à Castiel. On a été bien pendant 2 mois jusqu'à temps qu'on doive, c'est ça, aller à Québec pour faire les suivis. Alors là, ben, on revient à la maison. Castiel a presque 3 mois. On revient à la maison début mars. Puis Castiel a de l'oxygène 24 heures sur 24. Il y a une machine qui surveille ses systèmes, ses signes vitaux 24 heures sur 24. Moi, je ne dors pas de la nuit parce que j'ai peur qu'il meure, parce qu'ils m'ont dit qu'il arrêtait de respirer pendant de longues minutes. Ça se comptait en minutes, là, l'apnée du sommeil, ça se comptait pas en secondes. C'était atroce. La machine de signes vitaux n'arrêtait pas de crier pour nous dire que notre fils ne respirait plus. Il y avait sa bassinette dans notre chambre. Puis je mettais toujours ma main sur son corps pour m'assurer qu'il dorme. Pour m'assurer qu'il respire. Puis à mesure qu'il arrêtait, je le réveillais pour qu'il recommence à respirer. Ça continue comme ça pendant... On a eu l'oxygène à la maison pendant 17 mois. De ces 3 mois à ces 20 mois, Castiel a eu de l'oxygène pendant 24 heures sur 24. Avec des suivis 3 fois par semaine à Québec. C'était vraiment, vraiment périlleux comme moment. Ensuite de ça, ben là, les diagnostics ne s'en vont pas. Là. Castiel continue, il n'a pas son corps calleux. Ça pousse pas par miracle. Il est encore hypotonique. Il y a un gros retard de développement. Sa trachéomalacie est correcte parce que là, il y a du tonus pour la tête. Il tient maintenant sa tête. Il a développé de l'épilepsie due à l'absence de son corps calleux. Alors, à 8 mois de vie, Castiel a fait ses premières crises. Castiel faisait une crise qui durait 30 secondes. Il reprenait connaissance pendant 1 minute, puis il refaisait une crise de 30 secondes. Et ça n'arrêtait jamais, non-stop. De sa première crise jusqu'à temps qu'on trouve la bonne médication, Castiel est en crise d'épilepsie constante. Quand Castiel faisait une crise d'épilepsie, il y avait des convulsions, puis il restait conscient, là. Il avait vraiment conscience de ce qui se passait. Alors, il souffrait beaucoup et il essayait vraiment de combattre la crise. Il essayait d'aller à contresens des convulsions. Puis, Mon Dieu, pardon, j'ai la voix sec, puis là, wouhou! Castiel allait vraiment à contre-courant de ses convulsions. Puis quand la convulsion arrêtait, Castiel devenait paralysé de la moitié de son corps. Comme si c'était une guenille tout mouillée, là. Il n'y avait aucun mouvement, il était plus capable de bouger. Puis là, la crise repartait. Alors Castiel avait vraiment de l'épilepsie avec paralysie partielle de son corps suite à la crise. Là, le neurologue a rentré dans notre vie. Ça fait maintenant ça, là,
presque 7 ans qu'on a un neurologue pour l'épilepsie à Castiel, qui est heureusement maintenant très bien contrôlé. Sinon, Castiel souffre d'asthme et grosse intolérance au niveau des chiens, chats, poils d'animaux, poussière, acariens, foin, paille, tout ce qui engendre des crises d'asthme. Castiel ne tolère pas ça. Alors, je suis très, très, très méticuleuse pour ce qui est du ménage, pour ce qui est de qui qu'on fréquente, pour ce qui est des personnes à qui on rend visite. Parce que s'il y a des chiens, chats, ben, je peux pas mettre la vie de mon fils en danger pour rendre visite à des gens. Fait que on est très sélectif, puis on n'a pas le choix de vivre bien avec ça parce qu'on va vivre toute notre vie avec notre fils. Fait que on doit faire des sacrifices, puis moi, je fais les sacrifices qu'il faut pour mon fils. Et là, pour ce qui est du gros diagnostic que tout le monde attend impatiemment depuis le début du vidéo, c'est à l'âge de 12 mois, si je ne me trompe pas. Non, c'est en novembre 2015. La génétique du CHUL de Québec nous appelle pour nous donner rendez-vous car ils ont eu nos résultats et ils veulent nous rencontrer. Alors, à 11 mois de vie, on s'en va au CHUL de Québec pour apprendre si notre fils, sa génétique est belle ou non, s'il y a un traitement quelconque qu'on peut lui administrer. Et là, on rentre dans le bureau de la généticienne. Et là, ben, de plein gré, les généticiens, c'est pas ce qu'il y a le plus humain dans la vie. Hein. Ils ont beaucoup de savoir-faire, même très peu de savoir-être. Alors, pour ce qui est de l'annonce des résultats, c'est vraiment pas de diable. Alors, la généticienne voit Castiel et elle se revire vers moi pour me regarder dans les yeux en me disant « Hey, maman, t'es chanceuse. Ton fils, il est vraiment beau. » Là, moi, je reste toute surprise. Je comprends pas ce qui se passe. Elle me dit « Ouais, avec le syndrome que ton fils a, il est vraiment beau, t'es chanceuse. » OK. Je sais qu'il est beau, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu me radotes là? Et là, elle nous apprend que notre fils a la trisomie 13, partielle en mosaïque. L'ADN, c'est composé de 21 chromosomes. Le chromosome 13 est différent chez Castiel. Et c'est pour ça qu'on dit une trisomie 13. Quand on parle de trisomie 21, c'est le chromosome 21 qui est atteint. Et là, ben, Castiel, c'est le chromosome 13. Ainsi que le chromosome 18. Dans son ADN, il y a certains bouts de son ADN que le chromosome 13 et le chromosome 18 ont décidé de se partager des morceaux. Puis là, quand on dit en mosaïque, c'est comme si le schéma de l'ADN à Castiel était une grosse toile d'araignée. Il y a des fragments de son ADN qui est correct et d'autres fragments de son ADN qui est mélangé. Le 18 et le 13 ont fait une partie du chromosome 18 est allée se coller au chromosome 13. C'est pour ça qu'on dit trisomie 13 pour le TRI. Le début du mot, c'est 3. Il y a 3 boules au chromosome 13 et la monosomie 18, il en reste seulement 1. C'est complexe, j'essaie de faire ça simple, mais regarde. Trisomie 13 ainsi que la monosomie 18 partielle en mosaïque. C'est vraiment du chinois. Je comprenais rien. Pour moi, mon fils était beau, il avait toute la vie devant lui. Et là, je dis, ben là, ça l'engendre quoi, ça? Et là, elle de me répondre, ça l'engendre rien. On n'en connaît pas de cas de trisomie 13. Habituellement, ce sont des fœtus non viables. Ton fils n'a aucune espérance de vie. S'il franchit le cap des 12 mois, c'est un miracle. Fait que là, je dis, OK, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucune espérance de vie. Elle dit, non, je ne sais même pas pourquoi il est vivant en ce moment. Je ne pourrais pas te le dire. Alors, je ferme le dossier. Pouvons-nous prendre des photos de votre fils pour documenter le syndrome? Merci, au revoir. J'avais l'impression de parler à un robot inhumain, aucune façon
aucune manière, j'avais l'impression d'avoir aucun respect. Mon fils méritait le respect, ce n'était pas juste un fœtus non viable. Mon fils était présent dans la pièce. Moi et mon chum, on était anéantis parce que pour nous, notre fils allait mourir. On s'est tellement fait dire depuis qu'il était né que notre fils était fragile, qu'il allait mourir. Et là, on se fait confirmer que notre fils allait mourir. Puis qu'il n'y avait rien à faire. Ça sert à rien d'investiguer. Il n'y a aucun médecin qui n'a jamais rien voulu investiguer parce que notre fils est un fœtus non viable. Fait que ça, c'est ça fait 30 minutes que je vous parle. Et ça, c'est l'histoire de sa première année de vie, de ses premiers 12 mois. Fait que c'est ça, c'est fou de se dire que maintenant Castiel a 7 ans, qu'il est en parfaite santé, parce que moi, je le trouve merveilleux. Il est en parfaite santé parce que on a réussi à éliminer pratiquement toute sa médication. Castiel évolue à son rythme, mais il évolue quand même. Castiel va à l'école, il prend l'autobus, il est souriant, il a sa propre personnalité, il a connaissance de son milieu, il reconnaît sa famille, il reconnaît les personnes qui lui sont chères. Castiel change la vie de bien d'autres personnes juste en étant lui, puis de l'avoir dans notre vie, ça nous permet de normaliser la différence comme je le fais avec vous. Fait que je trouve ça super important, puis je le trouve merveilleux. Fait que ça ressemble à ça, les grosses lignes, les grandes lignes des questions que j'ai reçues, c'était surtout par rapport à son début de vie, parce que ça fait seulement 2 ans que je suis sur les réseaux. En fait, ça va faire 2 ans en mai. Dans 2 mois, je vais fêter mes 2 ans ici. Mais j'ai jamais vraiment exposé, raconté l'histoire des 12 premiers mois de vie à Castiel. Fait que c'est ça. Je suis contente de l'avoir fait ici. Ça va faire quand même une longue vidéo. Il me reste quelques questions à répondre, mais après, ça sera terminé. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Alors, ben après tout ça, après tous les diagnostics qu'on a reçus, nous-mêmes, on avait des questions. Ça va peut-être répondre un peu à vos questions. On se demandait si Castiel était immunosupprimé, si c'était vraiment... Si, tu sais, immunosupprimé, c'est comme t'as aucun système immunitaire. Castiel avait et a toujours un système immunitaire extrêmement fragile. C'est pour ça que je suis très, très prévenante, que je fais attention à tout, que je contrôle tout pour prévenir et préserver sa santé qu'il a. Mais Castiel n'est pas immunosupprimé. Mais comme je vous dis, avec son asthme et sa sensibilisation, il est très sensible à tout ce qui est poussière et comme je vous ai dit tantôt. Fait qu'on fait beaucoup attention à ça. Concernant sa communication, Castiel réussit à communiquer avec nous en criant, en pleurant, en riant, en faisant des signes. Castiel va faire oui de la tête, il va faire non, il va faire terminer, il va faire un pour dire encore, il va faire ça comme ça pour qu'on lui donne quelque chose, s'il veut attraper quelque chose. Castiel se déplace au sol, assis sur les fesses. Fait que il peut se déplacer là comme il veut. Castiel crie beaucoup pour se faire comprendre. Fait que c'est ça. On est capable de communiquer avec Castiel. Puis sinon, ben, pour l'alimentation, ça fait maintenant 4 ans que Castiel a une gastrostomie pour ce qui est de toute hydratation, supplémentation. On a un accès facile à son estomac, dans le fond. Fait que je suis certaine que tous ces nutriments, si jamais il mange pas bien. Mais Castiel mange ses 3 repas par jour par la bouche. C'est un amoureux de la nourriture. Puis j'ai déjà eu des suivis là, pour ce qui est de l'alimentation. J'avais un ergo, un orthophoniste, une nutritionniste qui venait à la maison m'évaluer. Puis j'ai juste tout arrêté ça pour mon bien-être mental parce que j'en pouvais plus d'être scrutée à la loupe à savoir comment je m'occupais de mon fils. Fait que c'est ça. J'ai enlevé beaucoup d'intervenants et de soins à Castiel au fil des années, juste pour vivre notre vie et arrêter d'être une intervenante dans sa vie. J'étais épuisée
de n'être qu'une intervenante dans sa vie. Je voulais être sa maman et je voulais qu'on profite du temps qu'on avait ensemble, moi et lui. Alors, c'est pour ça qu'au fil des années, les mamans, là, on est fortes en tabarouette. On se crée une carapace de Dieu. Les 12 premiers mois de vie d'un enfant à besoin particulier, comme un enfant régulier, ce sont les pires. On fait confiance à tout, on se réfère à tout le monde, on a l'impression qu'on est capable de rien, pour qu'au final, la réponse, là, on l'a en dedans de nous. C'est nous les meilleurs placés pour prendre soin de nos enfants. Fait que moi, au fil des années, j'ai juste tassé ceux que j'avais plus besoin. Tassez-vous. Je sais ce que mon fils a besoin. Mon fils est là, mon fils est vivant. Arrêtez de le traiter comme s'il était déjà mort puis qu'il ne valait rien. Moi, je vais m'en occuper puis je sais ce qui est bon pour lui. Fait que c'est ça, c'est ce que je fais au quotidien avec lui, à chaque jour de ma vie. Je vais me battre toute ma vie pour lui. Fait que c'est ça, on est fortes les mômes. Vous êtes fortes, je suis forte, on est vraiment hot, puis c'est nous autres les meilleurs pour nos enfants. Fait que, après 7 ans avec Castille, je m'en souhaite encore plein d'autres belles années comme ça. Plus il grandit, plus il est autonome, plus il est beau à voir, plus il nous étonne, il surprend tout le monde. Fait que c'est juste incroyable. Et là, comme je vous dis, j'ai enlevé beaucoup d'intervenantes dans sa vie. Il me reste sa nutritionniste en gastrostomie qui m'aide concernant son poids parce que Castille une évolution dans sa courbe de croissance très basse. Castille, depuis qu'il est né, qu'il est dans le 3e percentile. Mais au moins, il reste toujours stable. Elle est toujours là pour m'aider, me guider par rapport à la gastrostomie. Ça, je l'apprécie énormément. Sinon, ben, j'ai sa pédiatre à Victoriaville, qui est merveilleuse. Et j'ai aussi son neurologue pour s'assurer qu'on contrôle toujours bien son épilepsie. Mais sinon, c'est tout. Avant, je devais avoir 20 intervenants. Maintenant, il m'en reste 3 et j'ai les 3 plus merveilleux. Et ça va rester comme ça. Fait que sur ce très long vidéo, j'espère que vous avez apprécié mon blabla. C'est pas un vlog, c'est pas une vidéo interactive, c'est vraiment juste une vidéo où je parle. Mais si vous avez apprécié, ça me fait toujours plaisir que vous me le fassiez, vous me le disiez, si bol. Voyons, j'ai comme bugué. Fait que laissez-moi un commentaire, des pouces, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Puis, si jamais vous avez d'autres questions concernant Castille, écrivez-moi ça en commentaire. Là, je me rends compte que je n'ai pas parlé du tout de sa jumelle, que je n'ai parlé que de Castille. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo concernant mes 2 autres filles prochainement. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans le commentaire. Puis, bien sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Bye!